Le soleil écrasait l'horizon d'un désert impitoyable là où s'étend une terre 100 mètres entre le sud du Texas et les confins du nord mexicain. Le sable brûlant, craquelé par la chaleur, se teignait de rouge sous les pattes d'un berger allemand haletant. Max avançait péniblement, ses muscles tendus, ses mâchoires refermées avec douceur mais fermeté sur la nuque de son partenaire blessé. Son nom, Rex. Ses gémissements douloureux ponctuaient chacun de leurs pas. Son flanc, ensanglanté, traînait dans la poussière, laissant derrière eux une traînée écarlate longue comme la mémoire du désert. Cela faisait 3 jours qu'ils progressaient ainsi, sans eau, sans halte, simplement guidés par l'instinct et une loyauté inébranlable. Un chien soutenant un autre, dans un silence si lourd qu'on aurait pu croire la terre elle-même figée par respect. À près d'1 kilomètre de là, sur une crête rocheuse, un homme abaissa lentement ses jumelles. Les rides creusées dans son visage buriné se contractèrent en découvrant la scène. 23 années passées à patrouiller ces étendues arides avaient exposé Louis Marchand à toutes les formes de misère humaine. Mais ça, c'était autre chose. Même à cette distance, il reconnut les gilets tactiques militaires qui pendouillaient sur les flancs des chiens, lacérés, couverts de poussière et délavés par le soleil. Sa radio grésilla avec un écho lointain, évoquant des trafiquants aperçus à une 15aine de kilomètres à l'est. Mais Louis avait déjà pris sa décision. Il coupa l'appareil, ajusta son vieux chapeau contre l'éclat solaire et entama sa descente vers les 2 animaux. Certaines fidélités transcendaient les frontières, les uniformes et les ordres. Certaines loyautés, pensa-t-il, méritaient qu'on s'y arrête. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en indiquant la ville depuis laquelle vous regardez. Maintenant, poursuivons l'histoire. La petite ferme de Louis Marchand se trouvait à 7 miles à peine de la clôture frontière. Une bâtisse basse, couverte de peinture blanche écaillée, cernée d'un porche qui avait vu de meilleurs jours. À 45 ans, Louis portait sur son visage le hâle permanent et les rides profondes d'un homme qui avait toujours vécu dehors. Ses yeux gris acier, autrefois acérés durant ses années au sein des forces frontalières, s'étaient assombris depuis l'incident, 3 ans déjà. Le rapport officiel parlait d'usage excessif de la force ayant entraîné des pertes civiles. Lui appelait ça le seul choix possible cette nuit-là. Les cauchemars ne l'avaient jamais quitté depuis. La ville voisine, San Esteban, flottait dans un entre-deux étrange, ni tout à fait américaine, ni vraiment mexicaine. Un monde à part où les langues s'entremêlaient sur les panneaux de signalisation et dans les conversations au comptoir du diner de Maria, là où Louis prenait son café noir chaque matin, seul à la table près de la vitre. Les habitants n'oubliaient rien et les avis sur Louis Marchand restaient aussi partagés que la frontière elle-même. À l'autre bout de la ville, la clinique vétérinaire de la docteure Lilia Mendez occupait ce qui avait autrefois été une quincaillerie. Son grand-père, Hernando Mendez, avait traversé le Rio Bravo avec pour seul bagage les vêtements qu'il portait en 1952. Il avait fini citoyen, commerçant respecté. Lilia, 38 ans, avait hérité de son regard sombre, de sa posture droite et de sa détermination sans faille. Diplômée de l'université vétérinaire d'Austin, elle dirigeait désormais l'unique hôpital animalier sur un rayon de 80 km. Son diplôme, encadré aux côtés du tout premier dollar gagné par son grand-père, trônait derrière le comptoir. De l'autre côté de la frontière, la commandante Isabel Fuentes, femme austère et redoutée, dirigeait une division de la police fédérale mexicaine. Honnête dans un système souvent rongé par l'argent des cartels, elle était devenue une liaison rare et précieuse pour les autorités américaines. Fille d'un éleveur assassiné pour avoir refusé l'accès à ses terres aux trafiquants, Isabelle n'obéissait qu'à une seule loi, celle de la justice. Et puis, il y avait Philippe Tremblay, ancien officier d'élite, ex-commandant d'une unité cynophile militaire. Aujourd'hui, à 50 ans, il portait des costumes sur mesure et dirigeait les opérations de Terrasec, une société militaire privée au portefeuille bien garni. Sous ses cheveux noirs, striés d'argent et ses manières élégantes, son passé militaire perçait encore. Ses contrats avec l'État se comptaient en milliards. Aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir que 2 chiens militaires perdus allaient bouleverser leur destin à tous. Quand Louis atteignit enfin les 2 chiens, son pas crissa sur la terre brûlée. Le plus robuste des 2, celui qui traînait l'autre, se redressa en position défensive, se plaçant immédiatement entre Louis et son compagnon blessé. Crocs découvert,
regard fixe, pas d'hésitation. L'entraînement militaire était évident. Analyse rapide de la menace, posture stable, concentration sans faille. Louis reconnut ce regard. Il l'avait vu autrefois chez des hommes sur des zones de guerre. Doucement, mon grand, dit-il en s'accroupissant à une quinzaine de pas, les paumes ouvertes. Je suis là pour aider. Il retira lentement son chapeau et le posa au sol. Le chien dressé fit frémir ses oreilles, réagissant au ton calme, mais le grondement dans sa gorge persistait. Un grondement sourd, comme un orage lointain. À ses pattes, le second chien haletait dans la poussière, une plaie ouverte souillant sa patte arrière. Le gilet tactique toujours accroché à son flanc, couvert de terre, sans étiquette visible. Louis n'avait aucun doute, ces deux bêtes n'étaient pas des chiens errants, encore moins des chiens de ferme. C'étaient des unités d'élite. « Je vais chercher mon camion », murmura-t-il sans quitter le chien des yeux. « On va aider ton pote. » Il recula prudemment, sans jamais tourner le dos. 20 minutes plus tard, son vieux pick-up cahotait sur le chemin en direction de la clinique de Lilia. Une couverture transformée en civière était fixée dans la benne. Le chien valide avait fini par laisser Louis s'occuper du blessé après une longue confrontation silencieuse. Il se tenait maintenant en garde, penché sur son frère d'armes, lui léchant le museau à chaque gémissement. À son arrivée, le parking de la clinique était vide, hormis la Jeep bleu pâle de Lilia. Louis klaxonna 2 fois avant de descendre, refusant de quitter les chiens des yeux. Lilia sortit par l'entrée latérale, une serviette à la main. Son visage, d'abord agacé, se mua en alerte en découvrant ce que transportait la benne. « Chien militaire », lança Louis. « L'un d'eux est sérieusement touché. »« Faites-les entrer par l'arrière », répondit-elle en désignant la porte de service, son professionnalisme prenant le pas sur sa réserve habituelle envers l'ancien patrouilleur. La pièce de soins baignait dans une odeur de désinfectant et d'anxiété. Le chien valide refusait de s'éloigner de son compagnon, grondant à chaque fois que Lilia s'approchait trop. Ce n'est qu'après que Louis lui passa une laisse de fortune autour du cou que le chien accepta, à contre-cœur, de se reculer un peu. Celui-ci a été touché par balle, confirma Lilia après un rapide examen, ses mains gantées explorant délicatement la plaie. Petit calibre, récemment, 2, 3, peut-être 4 jours. Il a perdu beaucoup de sang mais la blessure commence à cicatriser. Quelqu'un a tenté de le soigner. Elle releva les yeux vers Louis, son regard s'assombrissant. « Où les as-tu trouvés exactement ?»« Sur la crête sud, à 2 kilomètres de la clôture, » répondit-il sans détour. Lilia acquiesça pensivement. « Ces chiens, ce sont des unités d'élite, des chiens militaires entraînés. À eux deux, ils valent probablement plus de 60 000 $. On ne les perd pas, on ne les abandonne pas. Pas comme ça. Je sais ce qu'ils sont, » répliqua Louis, les yeux rivés sur le chien encore debout qui tirait nerveusement sur la laisse. « Ce que j'ignore, c'est pourquoi ils sont seuls. » Le chien blessé gémit lorsqu'elle injecta un sédatif. « Il va falloir l'opérer, » indiqua Lilia en préparant ses instruments. « La balle est encore là-dedans. » Elle désigna le chien valide du menton. « Et lui ?» Une identification quelconque, Louis s'approcha lentement. Le regard du chien suivait chacun de ses gestes, mais ne grogna pas cette fois. Il inspecta les gilets tactiques, trouvant une petite poche presque invisible cousue à l'intérieur. Il en sortit un étui étanche contenant une clé USB et 2 médailles métalliques. « Rex », lut-il sur la première plaque. « Numéro K9 7742. Groupe sanguin A positif. » Il retourna la seconde. « Max. K97743. Groupe B négatif. »« Rex et Max », murmura Lilia en posant les instruments chirurgicaux sur le plateau, séparés de leur maître. « Ce qu'il y a sur cette clé nous en dira peut-être plus. Mais Louis, il faut qu'on les signale. Ces chiens appartiennent à quelqu'un. Et ce quelqu'un est sûrement en train de les chercher. » Louis rangea la clé dans la poche intérieure de sa veste. « D'abord, on s'occupe de Rex. Ensuite, on verra à qui ils sont censés appartenir. » L'opération dura plus de 2 heures. Max ne quitta pas la pièce, à bout de nerfs, mais refusant de s'éloigner, il finit par s'allonger dans un coin d'où il pouvait surveiller chaque mouvement. Louis resta lui aussi. Quelque chose dans cette situation lui collait à la peau. Une sensation de malaise qu'il n'arrivait pas à chasser. Lorsque Lilia s'éloigna enfin de la table, les gants tachés de sang mais les traits soulagés, elle déclara « Il va s'en sortir ». La balle a évité les vaisseaux principaux et les nerfs. Louis hocha la tête. « Ça n'a rien à voir avec de la chance, dit-il, regardant Max dont les oreilles s'étaient dressées à la tonalité rassurante de la voix de Lilia. Ce chien a traîné son frère à travers le désert pendant 3 jours. Ce n'est pas de la chance, c'est de la loyauté brute. Ce qu'il ne disait pas, ce qu'il commençait à peine à accepter, c'est qu'en voyant ces 2 chiens, il reconnaissait quelque chose en lui, un reflet oublié, un but. 3 jours plus tard,
Rex était assez rétabli pour tenir sur ses pattes, même si sa patte blessée refusait encore de supporter son poids. Max ne l'avait quitté que pour manger, et encore rarement. Il dormait contre lui, l'oreille toujours à l'affût, prêt à réagir au moindre mouvement. Louis revenait matin et soir avec de la nourriture, pour les chiens, mais aussi pour Lilia. « Tu comptes regarder cette clé USB un jour, ou tu vas continuer à l'ignorer ?» demanda-t-elle, en acceptant un plat de chorizo et d'œufs ramenés du dîner. « J'y pense », répondit-il, en tâtant la poche intérieure de sa veste. « Penser, ce n'est pas agir », répondit-elle, offrant à Max un morceau de saucisse. Il l'accepta cette fois, avec lenteur. Ce qu'il y a sur cette clé pourrait expliquer ce qu'il faisait là. Ou expliquer pourquoi ils ont été abandonnés, rétorqua Louis, son scepticisme forgé par 2 décennies de terrain. On n'oublie pas de chiens de ce calibre, pas par accident. Le téléviseur en sourdine au coin de la pièce passait du journal local à un bulletin national. Un flash d'images figea Louis. Un homme en treillis posait fièrement aux côtés de 2 bergers allemands identiques à Max et Rex. « Monte le son », lança-t-il brusquement. Le présentateur parla d'une opération ayant mal tourné près de la ville de Serral del Sur. 3 contractuels américains tués, 2 chiens militaires portés disparus. Le représentant de Terrasec, une entreprise privée de sécurité, avait refusé de commenter, évoquant des raisons de sécurité nationale. L'image changea, montrant un homme élégant aux cheveux gris-argent, entouré d'officiers militaires. « Nos pensées vont aux familles des agents tombés au combat », déclarait-il. Terrasec réaffirme son engagement envers la sécurité des frontières. « Terrasec », marmonna Louis, « ces chiens viennent de là. »« Pas l'armée », confirma Lilia, « une entreprise privée. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas, 100 mètres ?» Avant qu'il puisse répondre, la clochette de la porte d'entrée tinta. Une femme entra, posture militaire, regard vif, cheveux tirés, vêtue civilement mais chacun de ses gestes trahissait des années dans les forces de l'ordre. « Docteur Mendes ?» demanda-t-elle, son accent trahissant ses origines mexicaines. « C'est moi », répondit Lilia méfiante. La femme sortit un badge. « Commandante Isabelle Fuentes. Police fédérale du Mexique, je mène une enquête sur des actifs militaires susceptibles d'avoir franchi la frontière. » Son regard glissa jusqu'à la vitre du cabinet de soins, derrière laquelle les 2 chiens étaient visibles. « Je pense que ce sont eux. » Louis s'interposa instinctivement entre elle et la porte. « Je les ai trouvés ici, sol américain. » Le regard d'Isabelle se posa sur lui. Calculateur, glacial. Louis Marchand, ancien agent frontalier, votre réputation vous précède. Elle se tourna vers Lilia. Ces chiens sont liés à une opération ayant mal tourné côté mexicain. Mon gouvernement a été sollicité pour coopérer à leur récupération. Sollicité par qui ? Demanda Louis. Par les autorités compétentes, ces chiens sont la propriété de l'État. Ce sont mes patients, intervint Lilia, froide. L'un d'eux est blessé par balle et n'est pas encore hors de danger. Ils ne bougeront pas tant que je ne les aurai pas médicalement autorisés. Isabelle la jaugea longuement, puis hocha la tête. « Je respecte votre jugement médical, docteur, mais je dois vous informer que des représentants de Terrasec arriveront demain, avec tous les documents prouvant leur propriété. »« Pas l'armée donc, Terrasec », répéta Louis. L'opération était conjointe, expliqua Isabelle, mais son ton trahissait un malaise. Le récit officiel affirme que les chiens ont été séparés pendant un affrontement avec des trafiquants. On les a présumés morts. Récit officiel, dit Louis. Et l'autre version ? Je ne suis pas autorisé à spéculer. Elle tendit une carte à Lilia. Prévenez-moi quand ils seront médicalement transférables. Ce serait préférable que tout cela se passe sans friction. Quand elle partit, Lilia se tourna vers Louis, les traits contractés. Tu as toujours cette clé ? Oui. Et je crois qu'il est temps de découvrir ce qu'elle cache. La maison de Louis, modeste mais parfaitement tenue, tenait à la fois du salon, du bureau et du refuge. Un vieux canapé en cuir faisait face à une cheminée éteinte. Un bureau en coin portait un ordinateur portable fatigué mais fonctionnel. Sur les murs, quelques photos, Louis en uniforme, le visage plus jeune, plus déterminé. Une photo de ses parents, une autre, plus ancienne encore, d'un groupe d'agents en tenue tactique, souriant malgré la poussière du désert. Max et Rex étaient avec eux, couchés sur un tapis près de la cheminée. Max, fidèle à lui-même, veillait à ne jamais trop s'éloigner de son frère blessé. Louis inséra la clé dans le port USB de son ordinateur. Lilia, installée à ses côtés, observait l'écran, son regard oscillant entre inquiétude et curiosité. Le contenu était minimaliste. Un seul fichier vidéo, une dashcam. Louis cliqua. L'image tremblotante montrait l'intérieur d'un véhicule en mouvement.
On distinguait un tableau de bord, un désert défilant à travers les vitres. Des voix masculines échangeaient des indications. Emplacement de points de contrôle, consignes radio, la date indiquait un enregistrement vieux de 7 jours. « Cette route, c'est celle qui mène à El Robledo », murmura Louis. Une 30aine de kilomètres au sud de l'endroit où je les ai trouvés. La vidéo montrait le véhicule ralentir devant un poste de contrôle. Mais les hommes présents n'étaient ni militaires ni policiers. Leur équipement était hétéroclite. Miliciens peut-être, ou pire. Les tensions montèrent rapidement. Quelques mots échangés, puis des cris, et soudain des tirs. Les détonations éclatèrent. Le véhicule recula brusquement, fit un virage serré. Encore des coups de feu. À l'arrière, les portes s'ouvrirent. 2 chiens jaillirent, répondant à des ordres brefs. Rex et Max, sans aucun doute. Ils foncèrent hors du champ. Puis, un moment glaçant. Une voix hurla. « Laissez-les, c'est un ordre. On a le paquet, on bouge !» Le véhicule accéléra, s'éloignant, tandis qu'un autre homme transmettait par radio « Actif abandonné sur site. Preuve sécurisée. Demande d'extraction immédiate. » L'écran devint noir. Un silence lourd suivit la fin de la vidéo. « Ils les ont laissés volontairement, » murmura Lilia. « Ils ont accompli leur mission. Et les ont abandonnés comme de vulgaires outils. » Louis regarda les 2 chiens allongés près du feu éteint. « Pas des actifs, dit-il, pas des propriétés. Ces chiens ont sauvé des vies. Et on les a jetés comme des déchets. » Il referma le portable d'un geste sec. « Et maintenant, Terrasek les veut de retour, pour les faire disparaître, ou pour étouffer ce qu'ils savent. Ce paquet, ça devait être plus que des infos sur un cartel, supposa Lilia. Quelque chose qu'il ne voulait surtout pas rendre public. » Louis acquiesça lentement. Une idée commençait à germer dans son esprit. On ne leur rendra pas les chiens, pas avant d'avoir toute la vérité. Le lendemain, au petit matin, Louis était assis sur son porche, regardant le soleil grimper au-dessus des montagnes. Rex et Max dormaient à ses pieds. Max veillait, la tête posée sur le dos de Rex. Malgré les soins, Rex était encore fragile. La veille, un simple bruit de moteur avait suffi à le faire trembler de tout son corps. Max, lui, s'était aussitôt interposé, dressé entre la menace et son frère. Une barrière vivante, prête à mourir une seconde fois s'il le fallait. Louis comprenait cette attitude. Il l'avait vue chez ses anciens collègues, chez lui-même. L'alerte constante, l'instinct de protection, l'incapacité à relâcher la vigilance. Ces chiens n'étaient pas que des soldats dressés. Ils étaient à des vétérans, des survivants, portant des cicatrices invisibles. Son téléphone vibra dans sa poche. L'écran afficha « Lilia ». « Ils sont là », dit-elle immédiatement. 2 types de Terrasek et un vétérinaire militaire, ils ont les papiers, ordre de transfert, de propriété, de mission. « Fais-les patienter », ordonna Louis en se levant déjà. « 30 minutes, c'est tout ce qu'il me faut. Louis, ils ont un ordre du tribunal. Et ils affirment que ces chiens sont cruciaux pour la sécurité nationale. Assez cruciaux pour les laisser mourir dans le désert, répondit-il d'une voix froide. Dis-leur que les chiens sont en quarantaine. Suspect d'infection. Improvise. 30 minutes. Il raccrocha, se dirigea vers sa chambre. D'un geste familier, il souleva une latte du plancher et en sortit un petit coffre ignifugé. Vieille habitude de patrouilleur frontalier. Il glissa la clé USB dans un étui étanche, l'attacha à l'intérieur de son gilet, puis appela « Allez les gars, on part !» 28 minutes plus tard, il se faufilait par la porte arrière de la clinique. Dans le hall, il entendait les voix monter. Lilia, professionnelle, calme. Un homme, plus agressif. « Je me fiche de vos protocoles. Ces chiens sont des actifs militaires. Nous avons un ordre judiciaire. Et moi, j'ai une obligation éthique et légale de m'assurer qu'ils ne présentent aucun risque infectieux, » répondait Lilia avec fermeté. « Les analyses de sang seront prêtes dans 1 heure. » Louis entra discrètement dans la salle de soins. Rex et Max se levèrent dès qu'ils le virent. Pas un aboiement, une reconnaissance silencieuse. Il leur passa des laisses discrètes, se tourna vers la porte. Mais Lilia apparut avant qu'il ait pu franchir le seuil. « Qu'est-ce que tu fais » murmura-t-elle, surprise. « On gagne du temps » répondit-il. « Tu avais raison, il faut prévenir les bonnes personnes, mais pas eux. Ils veulent les faire disparaître. Et cette clé, c'est la preuve qu'ils ont trop à perdre. Tu ne peux pas juste les emmener, tu es fou, tu as vu la vidéo. Ils les ont laissés une fois, je ne leur laisserai pas l'occasion de recommencer. » Elle hésita, puis soupira. « Dans l'armoire, il y a les médicaments pour la douleur de Rex. Prends-les. Et il y a un vieux ranch, 15 km plus au nord. Le domaine Laval, Léon Laval. Il déteste les autorités. Il pourrait t'offrir un abri. » Louis la fixa. « Merci,
Me remercie pas encore, répliqua-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Quand ils se rendront compte que les chiens ne sont plus là, ils comprendront que je t'ai aidé. Alors viens avec nous, proposa-t-il. Quoi? Ils vont te questionner, peut-être te retenir. Viens maintenant. Tu peux fermer la clinique pour une journée. Je ne peux pas abandonner mes patients. Appelle Maria au dîner, elle mettra une pancarte. C'est tout ce que je te demande, une journée. Le bruit de pas lourds s'approchant les interrompit. Lilia attrapa un sac médical, son sac à main. On prend ma voiture, souffla-t-elle, moins identifiable que ton pick-up. Ils s'éclipsèrent par la porte arrière. Quelques secondes plus tard, une voix résonna dans le couloir. « Docteur Mendes, où sont les chiens ?» Lilia conduisait avec la précision d'un pilote d'hélicoptère. Elle évitait les grands axes, bifurquait à travers des routes de ferme et des sentiers de terre que Louis lui-même n'aurait pas pensé emprunter. Rex, allongé sur la banquette arrière, posait sa tête fatiguée sur le siège, tandis que Max, debout, oscillait doucement avec les mouvements du véhicule, son regard passant constamment du rétroviseur aux fenêtres latérales. « Je n'arrive pas à croire ce que je fais, » grogna Lilia entre ses dents. Enlèvement de chiens militaires, fuite devant des mercenaires sous contrat gouvernemental, ce n'est pas moi, Louis. Ce n'est plus juste une histoire de chiens, répondit-il sans détour. C'est une question de ce qu'ils ont vu, de ce qu'on essaie de cacher, et ce qu'on fait maintenant, c'est juste. Elle jeta un rapide coup d'œil dans le miroir. Et on fait quoi, justement? On est quoi? Un ex-flic banni et une veto de campagne en cavale contre une boîte de mercenaires milliardaires, on n'a aucune chance. Louis la regarda. J'ai encore quelques contacts. Des gens qui me doivent des services, pas à la patrouille frontalière, à d'autres agences, des gens qui croient encore à la vérité. Elle hocha lentement la tête. D'abord, on trouve un endroit sûr, le ranch de Léon Laval apparut enfin à l'horizon. Une poignée de bâtiments poussiéreux blottis au pied d'une colline, le tout encerclé de clôtures rouillées et d'herbes hautes. À l'entrée, un panneau délabré annonçait « Domaine Laval établi en 1971 ». Et juste en dessous, peint à la main, un trou, sarin compost. À peine eurent-ils franchi le portail que la porte de la maison principale s'ouvrit. Un homme âgé en sortit, fusil de chasse en main, le regard perçant malgré son visage envahi par une barbe blanche épaisse. « Ça suffit », lança-t-il en levant son arme sans pour autant la pointer. Plus un pas. Lilia s'arrêta à une 50aine de mètres, coupa le moteur. Louis baissa la vitre. « Monsieur Laval, je suis Louis Marchand. Lilia Mendes m'a dit que vous seriez peut-être disposé à nous aider. » L'homme plissa les yeux en direction de Lilia. « La petite fille d'Hernando, la vétérinaire, c'est bien moi, » confirma-t-elle en se penchant. Le vieil homme abaissa lentement son arme. « Qu'est-ce que vous faites ici, en débarquant comme des fuyards? Qu'est-ce que vous voulez? »« Un abri, » répondit Louis. « 2 jours, c'est tout ce qu'on demande. » Laval scruta l'arrière du véhicule. Lorsqu'il aperçut Max et Rex, quelque chose dans son regard changea. « Chien militaire, observa-t-il. J'ai servi avec des chiens comme ça au Vietnam, ils m'ont sauvé la peau plus d'une fois. » Un long silence. Puis il hocha la tête. « Amenez-les à l'intérieur. Mais je veux tout savoir. Pas de version édulcorée. » Dans la cuisine, autour d'un café si fort qu'il aurait pu réveiller un mort, Louis et Lilia racontèrent tout. Laval ne les interrompit pas une seule fois. Il écoutait, silencieux, ses mains noueuses, en serrant sa tasse. De temps à autre, son regard se posait sur Rex et Max, couchés au pied du poêle, calmes mais sur le qui-vive. Quand ils eurent terminé, il posa sa tasse avec lenteur. « Si je comprends bien, ces types de terre à sec ont laissé tomber leurs propres chiens pendant une mission douteuse, puis ont décidé de les récupérer quand ils ont compris qu'ils avaient peut-être survécu. Et toi, tu les as pris et tu t'es enfui. C'est bien ça ? » En résumé, oui, acquiesça Louis. Laval hocha lentement la tête. Mon fils est engagé après les attentats de 2001. 3 missions en Afghanistan. Il en est revenu brisé, comme beaucoup. L'an dernier, la police l'a arrêté pour un feu arrière cassé. Et devinez quoi? Ils ont découvert qu'il avait dépassé la date limite de son visa de travail. Visa? S'étonna Lilia. Sa mère était mexicaine, il était né là-bas, quand on vivait encore de l'autre côté. Il a servi ce pays et ils l'ont déporté sans ménagement. Ses yeux s'étaient durcis. Alors tu comprendras que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour le gouvernement ou ses petits copains en costard. Vous pouvez rester. Le pavillon au fond du domaine. Pas luxueux, mais isolé. Et si les fédéraux débarquent? Demanda Louis. Je ne mentirai pas à des agents avec badge. Je suis trop vieux pour finir en tôle. Ça me va, répondit Louis. Le soir venu, Lilia s'occupa de Rex. Elle changea le pansement, lui administra ses médicaments. Il se remet bien, dit-elle, 1 semaine encore, et il pourra probablement reposer sa patte au sol.
Louis, accroupi près de Max, l'observait. Ces deux-là, ils sont spéciaux. Ils se protègent nous comme des frères. C'est ce qu'ils apprennent à faire, répondit-elle, mais je crois que c'est plus que de l'entraînement. Elle resserra le bandage avec précaution. Et toi, comment on devient patrouilleur frontalier, puis fugitif? Louis resta silencieux à un long moment. Il y a 3 ans, mon unité a intercepté un groupe près du lac des Faucons. Rien de spécial. Procédure habituelle. Identification, détention, transfert. Mais un homme a tenté de s'enfuir. Il courait vers la frontière. Je l'ai poursuivi. Il s'est retourné, j'ai cru voir une arme, j'ai tiré. Il serra les mâchoires. C'était un téléphone, pas une arme. Ce que personne n'a jamais dit, c'est qu'il y avait une petite fille juste derrière lui. Sa fille. La balle l'a traversée et l'a touchée elle aussi. Lilia se figea. Mon Dieu, elle a survécu. Mais ce type, il essayait juste de la mettre à l'abri. Et moi, j'ai failli les tuer tous les deux à cause d'un jugement trop rapide. Il regarda les chiens. Je crois que je me reconnais en eux. Utilisés puis jetés quand ça arrangeait. Le téléphone de Lilia vibra. Elle regarda l'écran. C'est Isabelle Fuentes, la policière mexicaine. Elle veut qu'on se voie. Elle dit qu'elle a des informations sur la mission de Max et Rex. Et que ce n'est pas ce qu'on croit. C'est peut-être un piège, prévint Louis. Elle affirme qu'elle vient seule et qu'on doit se rencontrer côté mexicain. C'est le seul endroit où elle peut parler librement. Lilia leva les yeux vers lui. Elle a même envoyé des coordonnées GPS. Louis réfléchit. Pourquoi nous aiderait-elle? Peut-être qu'elle cherche la vérité, elle aussi. Elle aurait pu envoyer un escadron ce matin. Au lieu de ça, elle nous a prévenus. La nuit était tombée lorsqu'ils prirent leur décision. Ils allaient rencontrer Isabelle, mais à leurs conditions. Un terrain neutre, une vieille cafétéria en bordure de San Esteban, juste à 2 kilomètres de la frontière. Si Isabelle voulait vraiment parler, elle accepterait. Elle accepta immédiatement. « Je n'aime pas ça !» grogna Léon Laval, les bras croisés alors que Louis attachait le gilet de Max avant leur départ. Les entreprises privées comme TerraSec ne laissent que pas tomber. Elles ont des moyens, des connexions. Elles vous traqueront jusqu'au bout du monde. C'est pour ça que j'y vais seul, répondit Louis sans lever les yeux. Lilia reste ici avec les chiens. Tu rêves, intervint-elle immédiatement. Ce sont mes patients. Et je suis impliqué, que tu le veuilles ou non. Trop dangereux. Raison de plus pour ne pas y aller seul. 2 paires d'yeux valent mieux qu'une. Laval les regarda tous les deux, puis poussa un long soupir. Vous êtes 2 idiots. Il disparut dans une autre pièce. Lorsqu'il revint, il tendit à Lilia un petit revolver. Celui de ma défunte épouse. Pas très puissant, mais suffisant pour marquer les esprits. Lilia l'accepta à contre-cœur, le glissa dans son sac. « Et les chiens ?» demanda Louis. « Si jamais il nous arrive quoi que ce soit, je te l'ai dit, je me suis battu aux côtés de chiens comme eux. Ils auront un abri ici, aussi longtemps qu'ils en auront besoin. » Il se pencha, caressa la tête de Max. « Mais quelque chose me dit que celui-là ne restera pas en place. Il a une mission, comme vous. » Alors que Louis et Lilia se préparaient à monter dans la voiture, Max se leva, les rejoignit d'un pas déterminé. « Non, garçon, dit doucement Louis. Tu restes ici, protège Rex. » Mais Max s'obstina. Il se pressa contre sa jambe puis se posta près de la portière. « Il veut venir, remarqua Lilia. »« Trop risqué ?» objecta Louis. « Tu l'as dit toi-même, ce chien est exceptionnel. Si quelqu'un peut nous prévenir d'un danger avant qu'il ne frappe, c'est lui. » Louis hésita puis céda. Max sauta dans la voiture sans hésitation. Sur le porche, Rex regardait leur départ sans un bruit, alerte mais résigné. Rien n'aurait pu les préparer à ce qui les attendait. Le petit restaurant choisi pour le rendez-vous s'appelait Chez Mani, un bâtiment modeste aux murs turquoise défraîchis, avec une enseigne clignotante annonçant « Ouvert 24 heures sur 24 ». À 23h30, le parking était presque vide. Un poids lourd garé de travers, probablement le chauffeur d'un long trajet nocturne, une vieille camionnette sans âge et une berline discrète avec une plaque du Chihuahua. On écoute ce qu'elle a à dire, prévint Louis en se garant à l'autre bout du parking. Mais on ne lui donne ni les chiens ni la clé. Pas tant qu'on ne sait pas à qui elle obéit vraiment. Lilia hocha la tête, sa main effleurant nerveusement la crosse du revolver dans son sac. Max, à l'arrière, était parfaitement immobile, ses oreilles pointées, son regard fixe. « Reste ici, dit Louis. Si quelqu'un s'approche de la voiture, tu aboies, pas nous, les autres. Compris ?» Max incline légèrement la tête, presque un acquiescement. Ils entrèrent dans le restaurant. Les néons blafards jetaient une lumière crue sur les tables en formica et les banquettes usées. Une serveuse somnolente nettoyait le comptoir sans les regarder. Au fond, Isabelle Fuentes les attendait.
Elle était assise dos au mur, une tasse de café devant elle encore pleine. Vêtue simplement, mais chaque muscle de son corps trahissait des années de discipline militaire. « Monsieur Marchand, docteur Mendez, dit-elle en inclinant la tête, vous avez dit que vous aviez des informations. » Lança Louis sans détour. Elle leur tendit une enveloppe en papier craft. « Que savez-vous de l'opération Silène ?» Louis échangea un regard avec Lilia. « Rien, jamais entendu parler. C'est une initiative conjointe entre nos deux gouvernements. Officiellement, elle cible les trafics de drogue et d'armes. Officieusement, elle a d'autres objectifs. » Il ouvrit l'enveloppe. Des photos, des documents. En haut de la pile, une image. L'homme qu'ils avaient vu aux infos. Costume parfait, cheveux argent, posture impeccable. Le visage public de Terrasek. Victor Lestrange indiqua Isabelle, ancienne force spéciale. Aujourd'hui directeur opérationnel chez Terrasek. L'homme le plus puissant que personne ne connaît. « Et ça a à voir avec Max et Rex ?» demanda Lilia. Le regard d'Isabelle se fit plus perçant. « Vous leur avez donné des noms ?»« Ils avaient des plaques », répondit Louis. « Pourquoi des chiens militaires étaient-ils engagés sur une mission privée ?» demanda Lilia. Isabelle prit une longue inspiration. « Parce que ce n'était pas une mission ordinaire. Le rapport officiel prétend qu'ils traquaient une livraison de drogue près de San Cristobal. 3 contractuels tués. Les chiens, présumés morts, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. » Elle pointa une autre photo, des hommes chargeant des caisses dans un camion. Mes informateurs ont confirmé, ce n'était ni de la drogue ni des armes, c'était des données, des preuves. Louis fronça les sourcils. « C'est le paquet dont parlait la vidéo alors. » « Exactement. Un disque dur contenant des fichiers compromettants. Corruption à haut niveau, officielle des deux côtés. Et Terrasek l'a récupéré ? Oui. Mais quand ils ont compris que l'un des noms figurant dans les fichiers était celui du sénateur Armand Bélier. « Bélier ?» s'exclama Lilia. « Le président du comité de sécurité nationale, » Isabelle acquiesça. Terrasek aurait reçu l'ordre d'effacer toute trace, y compris les leurs. Les chiens, leurs collègues tombaient, tout, ce qui ne servait plus devenait une menace. « Et vous ? Pourquoi nous dire tout ça ?» demanda Louis, les yeux plissés. Un éclair de colère traversa le visage d'Isabelle. « Mon frère était infiltré dans ce réseau. Il a été tué alors qu'il tentait de dénoncer certains de ses noms. Officiellement, une attaque du cartel. En vérité, il a été exécuté. » Elle reprit son calme. « Je veux la vérité, je veux que les responsables paient. Dans vos 2 pays. » Avant que Louis ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un message de Léon. « Visiteur, SUV noir. Armé, planquez-vous. » Louis montra le message à Lilia. « Rex, murmura-t-elle. On doit rentrer. » Isabelle comprit immédiatement. « Ils vous ont retrouvé ? Comment ? Vos téléphones, vos voitures, vos visages. Terrasek a des moyens que même les agences fédérales leur envient. » Dehors, Max aboyait violemment. Louis accéléra le pas, la main sur son couteau. « Viens avec nous » lança-t-il à Isabelle. « Si tu es mêlé à ça, ils ne te laisseront pas partir non plus. Je me débrouillerai. Sauvez le chien. Et le fichier. » Ils se séparèrent sur le parking. Louis courut jusqu'à la voiture, Max sautant presque de joie à leur arrivée. Lilia mit le contact, fit demi-tour à pleine vitesse. Dans le rétroviseur, les phares d'un convoi de véhicules noirs apparaissaient déjà. « Comment ils nous ont retrouvés ?» grogna Lilia entre 2 virages serrés. « Ça peut venir de n'importe quoi », répondit Louis. « Le portable, le GPS de la voiture, ou même un signalement dans le coin. Ils ont des yeux partout. Et surtout, ils savent ce qu'ils cherchent. Tu penses qu'ils nous suivent ? Je pense qu'on leur a facilité la tâche, oui. Et on ne peut pas retourner directement chez Léon. Pas tant qu'on ne sait pas s'ils nous suivent. » Lilia serra le volant, fit un virage brusque vers un chemin de service à peine visible. « Il y a une station pour poids lourds à 5 km. Mon cousin y travaille comme agent de sécurité. Il nous doit un service. Là-bas, on pourra changer de véhicule. T'es pleine de ressources, » observa Louis avec un faible sourire. « Grandir dans une ville frontière t'apprend à disparaître quand il le faut. » La station-service était animée malgré l'heure tardive. Les camions entraient et sortaient en continu. Chauffeurs fatigués, voyageurs désorientés, un va-et-vient constant qui faisait de cet endroit le camouflage parfait. Lilia se gara à l'extrémité du parking, près des conteneurs. Elle sortit, s'éloigna vers une cabine téléphonique encore en service et composa un numéro. Après quelques mots échangés en espagnol, elle raccrocha. « Il arrive dans 10 minutes. Il a un vieux pick-up de service. On laisse la voiture ici. » « Et nos téléphones ?» Louis retira la batterie du sien. Lilia fit de même.
10 minutes plus tard, un pick-up poussiéreux aux couleurs d'une entreprise de jardinage s'arrêta devant eux. Le conducteur, un homme trapu d'une quarantaine d'années, descendit et prit Lilia dans ses bras. « Tu choisis bien ton moment, Prima, » dit-il en regardant Louis et Max d'un œil méfiant. « On dirait que t'es dans un sacré pétrin. C'est compliqué, on a juste besoin de ton camion. 2 jours. Tant que tu le ramènes entier et évite de te faire arrêter, les papiers sont pas exactement à jour. » Il leur tendit les clés, jeta un œil à leur ancien véhicule. « Tu veux que je le déplace ailleurs ?» « Non, intervint Louis. Laissons-le là. S'ils cherchent encore, autant leur laisser une piste. » Leur nouvelle route vers le ranch fut sinueuse, ponctuée de détours et de demi-tours, chaque virage scruté, chaque croisement évité s'il paraissait trop fréquenté. À plusieurs reprises, Louis demanda à Lilia de couper les phares, avançant à la lumière de la lune. Ce n'est que lorsqu'ils furent à une dizaine de kilomètres de la propriété de Laval qu'il aperçut une lueur étrange à l'horizon. « Stop !» dit-il brusquement. Lilia pila sur le bas-côté. Au loin, une lumière vacillante, orange, pulsait dans la nuit. « C'est... » demanda-t-elle, la gorge nouée. « Du feu » répondit Louis d'une voix rauque. « Ça vient du ranch. » Ils approchèrent lentement, en gardant leurs phares éteints. À distance, le spectacle les pétrifia. La maison principale était en flammes, tout comme la cabane où ils logeaient. Les flammes avaient déjà gagné les hangars et les écuries. « Rex !» murmura Lilia, la voix brisée. Et Samuel, Louis balayait le terrain du regard, cherchant un signe, un mouvement, un grognement de Max à l'arrière le sortit de sa torpeur. Il ouvrit sa portière. « Reste là, dit-il à Lilia. Si ce n'est pas moi qui reviens, tu pars. Compris, Louis, tu ne peux pas y aller seul. Il faut que je sache. » Max descendit d'un bond, se plaça à côté de lui, prêt. Ils progressèrent lentement vers le feu, profitant du relief pour rester hors de vue. La chaleur était suffocante. Des crépitements, des craquements, le bois qui s'effondrait. Puis un mouvement. Une silhouette chancelante émergeait d'un hangar encore debout. Louis accéléra, Max à ses côtés. « Samuel !» aplatit-il à voix basse. L'homme leva la tête, son visage, noirci par la suie, s'éclaira en le reconnaissant. « Je croyais que c'était eux qui revenaient », dit-il d'une voix cassée. Louis le rejoignit, passa son bras sous le sien. L'autre main de Laval tenait une laisse de fortune. Rex, boitant mais vivant, suivait en haletant. Ils sont venus à 4, tenue noire, mouvement coordonné. Ils cherchaient Max. Quand ils ne l'ont pas trouvé, ils ont commencé à poser des questions et à cogner. Il toussa, une toux douloureuse. « Je n'ai rien dit ?» Alors ils ont foutu le feu avant de partir. Louis l'aida à descendre une petite pente menant à un bosquet à l'abri du feu. Max et Rex se reniflèrent, se frottèrent l'un à l'autre, comme pour vérifier qu'ils étaient bien vivants. « Il faut qu'on t'emmène, tu es blessé, tu as besoin de soins. »« Pas d'hôpital, » trancha Samuel. « Il surveille les cliniques, va chez Rosa, au dîner, son mari a été infirmier, il saura quoi faire. » Ils regagnèrent le pick-up en se cachant derrière les haies, les ombres, les creux de terrain. Juste avant de monter à bord, Louis aperçut au loin l'arrivée de plusieurs SUV noirs. Pas de gyrophares, pas de sirène, seulement l'efficacité froide de ceux qui n'ont pas à se cacher de la loi parce qu'ils la contournent. « Ils reviennent finir le boulot ?» dit Samuel avec dégoût. « Ont-ils vu le camion ?» demanda Louis. « Je ne pense pas. Il est à l'abri derrière la colline. » Ils attendirent que les hommes soient absorbés par l'incendie, puis redémarrèrent, phares éteints, jusqu'à être suffisamment éloignés. « Et maintenant ?» demanda Lilia, les mains crispées sur le volant. Louis regarda Samuel, puis les 2 chiens blottis à l'arrière, puis la poche intérieure de sa veste. La clé USB était toujours là, mais désormais elle représentait plus qu'un simple fichier. Elle portait le poids d'une maison brûlée, d'un vieil homme battu et d'un système prêt à tuer pour l'effacer. Il nous faut un levier, quelque chose d'assez fort pour les obliger à se dévoiler. Et je ne vois qu'un endroit, la capitale. « La capitale ?» s'étrangla Lilia. « Tu veux aller jusqu'à là-bas ? On rend cette histoire publique. Oversight parlementaire, médias, opinion. Il faut que ça devienne trop gros pour qu'ils puissent l'enterrer. »« C'est suicidaire » objecta Samuel en se tenant les côtes. « Alors on ne le fait pas ensemble. On se sépare. Ils cherchent 2 chiens, 2 humains. On change l'équation. » Lilia comprit tout de suite. « Tu veux que je parte avec Rex. Et toi, tu prends Max et la clé. » Louis hocha la tête. « Ils penseront qu'on est encore ensemble. Et toi, tu gagnes du temps pour soigner Samuel, protéger Rex.
Moi, j'attire leur attention. C'est de la folie, murmura Samuel. Peut-être, mais j'ai encore une carte à jouer, conclut Louis. Une dernière. Et je compte bien l'utiliser. Il sortit son vieux téléphone, retira la carte SIM. Il savait exactement qui appeler. L'aube s'étirait lentement au-dessus des collines texanes, teintant le ciel de nuances orangées. La route était déserte, coupée par les cris lointains des coyotes et le vent sec du matin. Louis conduisait le pick-up d'Emilio, le regard rivé sur l'horizon. Max, assis sur la banquette passager, alerte. Le chien ne dormait presque pas. Il veillait, comme s'il comprenait qu'un autre genre de mission avait commencé. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans un quartier isolé, en périphérie d'Eldorado, Lilia avait trouvé refuge chez le cousin d'Emilio. Une petite maison discrète, au fond d'une allée envahie par la poussière, sans aucune enseigne ni activité apparente. À l'intérieur, Samuel reposait sur un lit de camp, les côtes bandées, le front couvert de sueur. Rex, couché à ses pieds, refusait de bouger. Son regard était fixe, mais ses oreilles réagissaient au moindre bruit. « Il est en train de guérir », assura Lilia à Emilio en inspectant le bandage. « Mais il faut absolument éviter toute rechute. Et on ne peut pas se permettre de l'amener dans un endroit où Terrasek pourrait surveiller. »« J'ai une idée », répondit Emilio en se dirigeant vers une petite armoire métallique. « Mais ça demande de la foi. » Il l'ouvrit, révélant plusieurs armes, des munitions et un talkie-walkie d'apparence ancienne. Ma grand-mère disait toujours que quand le monde devient fou, il faut faire confiance aux anciens. Lilia le regarda sans comprendre. « Tu comptes appeler un chaman pour sauver Jack ? » ?»« Pas un chaman, quelqu'un d'ancien, quelqu'un que même les cartels respectent. » À ce moment-là, un léger grattement se fit entendre à la porte. Emilio approcha, jeta un coup d'œil prudent par la petite fente entre les rideaux. « C'est un vieil homme, dit-il surpris. Il tient un panier, on dirait une offrande. » Samuel se redressa en grimaçant. « Attends, je le connais. C'est Don Carlos Ortiz. Il vit dans les collines au sud de mon ranch. Il ne parle pas beaucoup, mais il voit des choses. »« Comment aurait-il su qu'on était ici ?» demanda Lilia, incrédule. « C'est la vraie question, » répondit Samuel en se levant lentement. Emilio ouvrit prudemment. Le vieil homme entra, son visage tanné par le soleil, ses yeux aussi vifs que ceux d'un jeune chasseur. « Madame Mendez, Monsieur Torres, je suis venu pour le chien malade. Rosa m'a parlé de vous. »« Rosa » souffla Samuel. « La serveuse du dîner, c'est votre nièce ? Elle entend beaucoup de choses, y compris que 2 chiens militaires ont été retrouvés, et que l'un est mourant. Comment savez-vous qu'il est malade ?» bredouilla Lilia. Le vieil homme posa son panier sur la table, retira doucement le tissu qui le recouvrait. Des fioles, des racines, des herbes séchées. « L'autre chien me l'a dit » répondit Don Carlos. Silence. Max est parti, seul, pendant la nuit. Il est venu à ma porte. Il était épuisé, mais déterminé. Il m'a apporté ceci. Il sortit de sa poche un écusson militaire déchiré, appartenant à une unité K9. Il le tendit à Lilia. C'était bien l'un des leurs. « Ce n'est pas possible, souffla-t-elle. Max était avec Louis, loin d'ici. Et pourtant il est revenu. Les animaux savent de des choses que nous avons oubliées. Il m'a demandé de l'aide, pas seulement pour son frère, pour son humain aussi. » Il se dirigea vers Rex, s'agenouilla lentement, posa une main sur la tête du chien. Rex ne broncha pas. Son souffle, haletant quelques instants plus tôt, sembla s'apaiser. Ce chien a quelque chose en lui, pas seulement une infection, une souffrance plus ancienne. Il faut traiter les deux. Il nettoya la plaie, appliqua une pâte verdâtre d'une odeur piquante, puis banda le tout avec soin. Lilia observait, fascinée malgré elle. « Vous êtes médecin ? » ?»« Non, je suis guérisseur. Mon savoir ne vient pas des livres, mais de la terre. » Il tourna vers elle un regard calme. « Ce que vous faites est juste, mais dangereux. »« Et Louis ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Où est-il » Max est revenu seul. Don Carlos baissa les yeux. Le chien portait du sang. Pas le sien. Celui de son humain. Le silence tomba, lourd, oppressant. « Il est peut-être blessé, ou pire » murmura Lilia. « Mais Max est revenu, » dit Don Carlos. « Et maintenant, il va vous montrer le chemin. » Un léger bruit se fit entendre à la porte, des griffes contre le bois. Emilio ouvrit. Max entra, couvert de poussière, le poil ébouriffé. Il tenait dans sa gueule un morceau de tissu, un morceau de chemise, détrempé de sang. « C'est la sienne » murmura Lilia, les doigts tremblants. « C'est la chemise de Louis. » Max posa le tissu à ses pieds, puis tourna les talons, se dirigeant vers la porte. Il s'arrêta, se retourna, il attendait. « Il veut qu'on le suive » dit Emilio. « Jusqu'à où » demanda Samuel, inquiet. « Et si c'est un piège ? S'ils nous attendent »
Ou s'il est allongé quelque part en train de mourir, murmura Lilia. On ne peut pas ne rien faire. Je ne dis pas qu'on ne doit rien faire, répondit Samuel. Je dis qu'on doit être prêt. Il se dirigea vers l'armoire, sortit une arme courte. Et moi, j'ai une vieille dette envers ce type. Emilio ouvrit un coffre, en sortit un fusil à pompe et 2 pistolets. Mes cousins travaillaient pour la sécurité des entrepôts d'importation. Ils laissaient parfois du matériel ici. Max grattait déjà la porte. Il faut y aller, conclut Lilia. Maintenant. 30 minutes plus tard, il roulait sur une piste de terre vers le sud-ouest. Max, debout à l'arrière du pick-up, les pattes posées sur le toit de la cabine, aboyant par moments pour indiquer la direction. Il ne ralentissait jamais. Il guidait. C'est comme s'il suivait une ligne invisible, dit Emilio impressionné. Certains disent que les chiens militaires développent une forme d'instinct, qu'ils peuvent retrouver leur maître à travers des centaines de kilomètres. Ou comme dirait ma grand-mère, ajouta Emilio, les animaux voient les fils qu'on ne voit plus. Ils quittèrent la route pour s'enfoncer dans un dédale de chemins oubliés. À mesure qu'ils avançaient, la végétation devenait plus dense, plus hostile. Puis, Max s'arrêta net. Il aboya 2 fois, descendit et se mit à courir vers une ancienne bâtisse effondrée. Une vieille maison de colons abandonnée depuis des décennies. « C'est ici » murmura Lilia. « Il était là ?» Ils s'arrêtèrent au sommet d'un petit ravin, les roues du pick-up mordant la terre sèche. De l'autre côté, à une 50aine de mètres, les ruines d'un ancien relais de ranch s'élevaient à demi effondrées, englouties par la végétation. Max s'élança aussitôt, dévalant la pente sans hésiter, disparaissant dans l'ombre du bâtiment principal. « Attendez !» grogna Samuel en attrapant une vieille paire de jumelles. Il scruta les alentours. Pas de véhicule, pas de guetteur, pas de mouvement. « C'est trop calme !» murmura-t-il. « Je n'aime pas ça. »« Il faut qu'on fasse le tour » suggéra Emilio. « Si c'est une embuscade, on doit prendre le flanc. Toi et moi, on y va. Lilia, tu restes ici avec le camion. S'il se passe quoi que ce soit, tu pars sans nous. »« Pas question, » rétorqua-t-elle, « je vais avec vous. »« Tu n'as jamais tiré, » rappela Samuel. « Et moi, je suis déjà à moitié cassé. Tu veux qu'on soit 3 cibles faciles ?» Lilia serra les dents, mais elle comprenait, elle hocha la tête à contre-cœur. Pendant qu'il se faufilait à travers les broussailles, Max réapparut à l'entrée d'un hangar délabré, aboyant avec insistance. Ils pressèrent le pas. La porte tenait à peine par une charnière rouillée. À l'intérieur, une odeur de poussière, de sang séché et de rouille. Le chien grattait frénétiquement le sol, à l'endroit précis où une dalle de béton semblait déplacée. « Là-dessous » dit Samuel en s'agenouillant. « C'est une trappe. » Il passa ses doigts dans une fente, souleva la dalle, une ouverture apparut, et au fond, une silhouette. « Eh » appela Emilio. « Y a quelqu'un » Une voix rauque leur répondit. « C'est pas trop tôt ?» Louis. Il gisait sur le sol d'un ancien abri, les vêtements en lambeaux, l'épaule bandée avec un chiffon sale, le visage creusé par la douleur et la fatigue. Mais vivant. Lilia, alertée par les aboiements, accourut et descendit à ses côtés, son sac médical déjà ouvert. Elle prit son pouls, vérifia ses réflexes, examina sa plaie. Perforation épaule gauche, inflammation sévère, fièvre, mais rien de vital touché. Il a tenu bon, par miracle. « Pas un miracle » murmura Louis en souriant faiblement. « Un chien ?» Max avait collé son museau contre le flanc de son maître, ne le quittant pas d'1 centimètre. Il gémissait doucement, les oreilles basses, comme s'il s'excusait d'être parti. « Tu as bien fait, mon vieux. Tu m'as sauvé, comme toujours. » Ils l'aidèrent à sortir de la cachette. Louis grimaçait à chaque mouvement, mais il restait conscient, accroché à Max comme à une bouée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Samuel. « Une embuscade, » répondit-il faiblement. « Près de Dallas. Ils attendaient, pas des agents. Des mercenaires sous contrat. Terre à sec. Ils ont essayé de me faire parler. J'ai tenu. Max s'est enfui, je lui ai ordonné. Il t'a écouté, souffla Lilia en l'aidant à monter dans le pick-up, et il est revenu avec ton sang sur lui. Il voulait la clé, savoir qui l'avait vue, où elle était. Il glissa la main à sa ceinture, déverrouilla une boucle en métal. Une petite capsule en tombant révéla la clé USB. « Tu l'as encore ?» s'étonna Emilio. « J'ai appris ça en patrouille. Toujours garder une cachette qu'ils ne penseront jamais à fouiller. » De retour chez Emilio, Don Carlos les attendait comme s'il savait déjà. Il s'occupa de Louis, sans un mot superflu, appliquant ses cataplasmes, administrant ses remèdes. L'homme semblait sorti d'un autre monde, mais tout ce qu'il touchait semblait s'améliorer. Même la fièvre de Louis baissait. « Il a une volonté rare », dit le vieux guérisseur en lavant ses mains dans une bassine d'eau parfumée. Son corps guérit, son esprit tient encore. À la nuit tombée,
Les 5, Louis, Lilia, Samuel, Emilio et Don Carlos, s'assirent autour de la petite table. La clé USB trônait au milieu comme un artefact sacré. « Et maintenant » demanda Lilia. « On pourrait fuir » proposa Emilio. « J'ai des cousins loin au sud, dans des endroits que même les cartels évitent. Ce serait nous protéger, admit Samuel. Mais ça laisserait ces chiens-là dehors, intouchables. » Louis releva la tête. « J'ai failli mourir parce que j'étais seul, mais je le suis plus maintenant. Et on a quelque chose que personne ne peut ignorer, la vérité. Tu veux aller à la capitale, reprit Samuel, c'est de la folie. Pas si on le fait bien, si on s'organise, si on trouve les bons relais. » C'est alors que la porte s'ouvrit doucement. Une silhouette féminine apparut dans l'embrasure. Lilia la reconnut instantanément. Isabelle, la commandante Fuentes, entra lentement, un dossier à la main. « Vous allez avoir besoin d'alliés. Et j'en ai trouvé quelques-uns. » Elle posa un dossier épais à côté de la clé USB. « Et eux, ils veulent à vous entendre ? Tous, pas seulement la version officielle. » 3 semaines plus tard, la salle d'audition du Sénat brillait sous l'éclat froid des projecteurs. Un silence électrique régnait, rompu seulement par les murmures feutrés des journalistes et des assistants parlementaires. Les caméras étaient prêtes, les micros ouverts, le public tendu. Le moment de vérité approchait. Au centre, une grande table en bois sombre. De chaque côté, des sénateurs alignés comme des juges anciens. Et au milieu, face à eux, les visages fatigués mais résolus de Louis Marchand, de la docteure Lilia Mendez, de Samuel Laval, d'Isabelle Fuentes et du plus improbable des témoins. 2 chiens militaires assis fièrement à leurs pieds, Max et Rex, impeccablement brossés, sanglés dans des harnais discrets, le regard perçant. Au centre du panel, le président de la Commission de sécurité nationale, le sénateur Armand Bélier. Costume sur mesure, cheveux d'argent, posture rigide. Il représentait, aux yeux de beaucoup, l'ordre, la rigueur, la protection nationale. Mais aujourd'hui, son masque risquait de se fissurer. « Cette commission est ouverte », déclara Bélier, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. « Nous sommes ici pour examiner les accusations portées contre Terrasec Corporation, ainsi que les événements liés à l'opération dite Silène. » Il tourna les yeux vers Louis. « Notre premier témoin, Louis Marchand, ancien agent des patrouilles frontalières, radié pour usage excessif de la force. » Louis pencha vers le micro, sans sourciller. « C'est exact, monsieur le sénateur. Radié ? Oui, mais pas muet. » Un murmure parcourut la salle. « Monsieur Marchand, continua Bélier, vous avez fait des déclarations extraordinaires concernant une entreprise bénéficiant de contrats gouvernementaux. Pourtant, vous n'avez ni accréditation, ni statut officiel. Vous êtes un homme seul, discrédité, marginalisé. Pourquoi devrions-nous vous croire ? Parce que j'ai plus que des mots, j'ai des preuves. » Il sortit la clé USB de sa poche et la posa sur la table. Puis, d'un geste maîtrisé, il désigna les 2 chiens assis à ses côtés. « Et j'ai 2 témoins que même votre système n'a pas réussi à réduire au silence. » Rex et Max restèrent immobiles. Parfait. Leur regard croisait celui des sénateurs comme s'ils comprenaient l'importance de chaque seconde. Bélier tenta un sourire pincé. « Des chiens ne sont pas des témoins, monsieur Marchand. Quand ils sont abandonnés dans le désert, blessés, oubliés, après avoir sauvé des vies dans une mission classée top secret, alors si, monsieur le sénateur, ils deviennent les témoins d'un système qui les utilise comme des outils, puis les jette comme des déchets. » Un jeune sénateur se pencha vers Bélier pour lui glisser quelques mots. Le vieux politicien hocha la tête, contrarié. « Bien, la commission examinera cette clé. Mais je vous rappelle que les questions touchant à la sécurité nationale ne pourront être débattues en public. » C'est pratique, lança alors Samuel, depuis le bout de la table, surtout quand la sécurité nationale est le prétexte à toutes les saletés. Monsieur Laval, vous n'avez pas été invité à parler, coupa sèchement Bélier. Et pourtant je suis ici, sourit l'ancien fermier. Ma maison a été brûlée, j'ai failli mourir, et tout ça parce que ces 2 chiens étaient inutiles pour certains intérêts privés. Isabelle intervint à son tour, son uniforme impeccable et son calme imposaient le respect. Je me permets d'ajouter, monsieur le président, que j'ai des documents classifiés issus d'une enquête conjointe. Et il corrobore mot pour mot ce que monsieur Marchand a dit. L'opération Silène ne visait pas un cartel. Elle visait à récupérer un disque dur contenant des données compromettantes sur plusieurs figures politiques des 2 côtés de la frontière, dont, peut-être, certains ici présents. Le silence tomba brutalement dans la pièce. « Commandante Fuentes, rétorqua Bélier, la coopération de votre pays est appréciée. Mais ce comité n'a pas vocation à recevoir vos conclusions. « Mon frère a été tué par ceux que vous couvrez, répliqua-t-elle sans hausser la voix. Il menait cette enquête. Vous avez couvert un crime.
Pas une opération. La tension devint presque insupportable. C'est alors que les portes s'ouvrirent. 3 hommes entrèrent, encadrant une silhouette qu'aucun sénateur n'attendait. La générale Marianne Duhamel, chef d'état-major des armées. L'élite absolue. Le genre de présence qui fait taire une salle entière par sa seule apparition. « Madame la générale » commença Bélier soudain nerveux. « C'est une surprise. Pas pour moi » dit-elle en posant un dossier scellé devant elle. Le président a autorisé la déclassification immédiate de toutes les données relatives à l'opération Silène. Ce comité va enfin pouvoir juger sur des faits et non des fictions. Elle s'avança vers Max, s'agenouilla, lut à voix haute les inscriptions sur son harnais. K97802 Max. Né pour servir, trahi par ceux qu'il protégeait. Elle regarda ensuite Bélier dans les yeux. Votre entreprise partenaire, TerraSec, a outrepassé les ordres. Ils ont récupéré des documents qui menaçaient certains élus. Ils ont abandonné leurs hommes, leurs chiens, et ont menti à ce comité. Et vous, monsieur le sénateur, vous avez signé chaque page. Un vacarme s'éleva dans la salle. Les flashs crépitaient. Bélier, pour la première fois, parut déstabilisé. « Ce sont des accusations graves, balbutia-t-il. Elles sont documentées, confirma la générale, et elles ne viennent pas d'un marginal, elles viennent de votre propre appareil militaire. » Jack, toujours affaibli, sentit Max se presser contre lui. Le chien ne bougeait pas, mais ses muscles étaient tendus. Il savait, il sentait, tout comme Rex, couché à ses côtés, alerte, prêt à bondir si nécessaire. Lilia posa la main sur celle de Louis. « On a réussi, murmura-t-elle. Peut-être pas encore tout, mais ça, c'est réel. Ils ne peuvent ne plus l'ignorer. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon de déclarations, d'articles de presse, d'analyses en direct et de murmures dans les couloirs du pouvoir. La clé USB, désormais entre les mains du comité, révélait bien plus qu'une simple bavure militaire. Elle exposait un réseau tentaculaire de contrats truqués, de financements occultes et de manipulations politiques. Le nom du sénateur Armand Bélier figurait à plusieurs reprises. Accusé d'avoir facilité des opérations clandestines pour TerraSec, en échange de dons de campagne et de protection juridique, il fit face à une pression immédiate. 2 jours plus tard, sous le regard froid des caméras, Bélier annonçait sa démission. Son discours fut bref, glacial, laconique, aucun aveu, juste un départ précipité. Louis regardait la retransmission depuis un petit salon de la pension où ils avaient trouvé refuge après l'audition. Les rideaux étaient tirés, la pièce exiguë, mais calme. À ses pieds, Max somnolait, une oreille dressée. Rex, toujours en convalescence, reposait près du radiateur. Son regard était plus clair désormais, moins hanté. Lilia entra avec 2 cafés brûlants. Elle posa la tasse devant Louis, s'assit à côté de lui. « Tu l'as vu ?»« Ouais, il a dit exactement ce que je m'attendais à entendre. Rien. Il tombera quand même, et pas seul. La procureure générale vient d'annoncer une enquête fédérale sur l'ensemble des opérations TerraSec. » Louis hocha la tête, pensif. Ce ne sont que les premières pierres. Samuel et Emilio, eux, étaient partis le matin même. Retourner sur leur terre, reconstruire ce qu'ils pouvaient. Laval avait refusé tout dédommagement, tout passage télé. Il avait simplement demandé qu'on laisse son nom hors des discours politiques. Isabelle, elle, était retournée au Mexique. Son rapport déclencha un véritable séisme au sein des forces fédérales. Plusieurs hauts gradés furent suspendus. Son regard, lors de l'aéroport, avait été dur, mais reconnaissant. On a fait ce qu'il fallait, lui avait-elle soufflé. Maintenant, il faut que d'autres prennent la suite. Louis sirotait son café. Et nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Lilia sourit. Ce que tout le monde fait quand une tempête passe. On respire, on soigne, et puis on construit quelque chose. Un bruit à la porte les fit sursauter. Max se leva, aboya une fois, puis se calma. Un jeune officier entra, l'air hésitant, une enveloppe à la main. « Monsieur Marchand? Docteur Mendes ?»« C'est nous », confirma Lilia. Ordre officiel du département de la Défense. Louis ouvrit l'enveloppe. Une lettre manuscrite, signée de la main de la générale Duhamel. Il lut à voix haute. Par la présente, le département de la Défense reconnaît que les unités K97802, IMAX, et K97803, REX, sont libérées de leurs fonctions opérationnelles. Pour service rendu, loyauté exceptionnelle et engagement au-delà du devoir, ces chiens sont décorés et autorisés à vivre leur retraite auprès de Monsieur Louis Marchand, qui obtient également le droit officiel d'adoption. Une seconde feuille contenait une attestation de remise de médaille. Le sceau du département militaire y brillait en relief. Lilia porta une main à sa bouche, émue. « Ils sont libres. » Louis regarda les 2 chiens.
qui semblait attendre une réaction. Il s'agenouilla, posa une main sur le front de Max, puis sur celui de Rex. « Vous entendez ça, les gars? Vous rentrez à la maison. Plus de désert. Plus d'ordre sans sens. Juste la paix. » Max gémit doucement et posa sa tête sur le genou de Louis. Rex, fatigué mais attentif, ferma les yeux comme s'il comprenait enfin que c'était terminé. Plus tard dans la soirée, ils se promenèrent tous les quatre dans un petit parc en périphérie. Le soleil déclinait lentement, couchant le ciel dans des tons pourpres. L'air était frais mais supportable. Les enfants jouaient, les passants souriaient en croisant les deux bergers allemands impeccables qui marchaient au pas comme s'ils avaient été entraînés pour cela, ce qui était le cas. « Tu sais ce que j'ai appris dans toute cette histoire ?» dit Lilia, soudainement, les mains dans ses poches. « Que les chiens sont plus fiables que les hommes, suggéra Louis. Elle sourit. Aussi. Mais surtout que parfois, ce ne sont pas les armes ou les lois qui changent les choses, ce sont les gens qui refusent de détourner le regard, ceux qui disent « non », même quand c'est plus simple de se taire. Louis acquiesça, et qu'on n'a jamais vraiment perdu tant qu'on a quelqu'un à défendre. Ils s'assirent sur un banc, regardant les chiens s'allonger côte à côte. Max plaça instinctivement son corps contre celui de Rex, comme il l'avait fait dans le désert. La loyauté n'était pas un mot pour eux, c'était une nature, une certitude. Un dernier rayon de soleil traversa les feuilles. Louis regarda Lilia. « Tu crois qu'un jour, quelqu'un racontera vraiment leur histoire? Elle est déjà en train d'être écrite, et cette fois personne ne pourra la censurer. » Quelques mois plus tard, dans une petite salle de conférence d'un musée régional, un groupe d'adolescents écoutait en silence. À la tribune, Louis se tenait droit, le regard franc. Derrière lui, un écran projetait des images d'archives, des extraits de rapports déclassifiés, et surtout, des photographies de deux chiens allemands côte à côte, Max et Rex. « Ce que vous voyez là, ce ne sont pas simplement deux chiens militaires, dit-il à l'Assemblée. Ce sont deux frères d'armes, deux survivants, deux âmes qui ont tenu bon, même quand tout autour d'eux s'effondrait. » Dans la salle, Lilia souriait, assise au premier rang à côté d'une femme d'une cinquantaine d'années en tenue militaire. C'était la générale Duhamel venue assister à cette conférence spéciale organisée dans le cadre d'un programme éducatif sur l'éthique militaire et la loyauté. « Quand nous les avons trouvés, continua Louis, l'un était blessé, l'autre refusait de l'abandonner. 3 jours à travers le désert, 3 jours à tenir, sans nourriture, sans eau, seulement une mission, protéger son frère. » Il marqua une pause. Dans la salle, un silence religieux régnait. Même les jeunes les plus distraits avaient cessé de pianoter sur leur téléphone. On les avait abandonnés, délibérément, parce que ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient enregistré, mettait en danger des gens puissants. Mais eux n'ont pas oublié qui ils étaient. Ils ont juste continué à faire ce pourquoi on les avait entraînés. Sauver des vies, être loyaux, tenir la ligne, même quand personne d'autre ne le faisait. L'image projeta alors une photo saisissante. Max traînant Rex à travers les cailloux brûlants d'un désert. Image prise par un drone à longue portée. Preuve ultime de leur combat. On m'a souvent demandé pourquoi je ne les ai pas rendus. Pourquoi j'ai pris tous ces risques. Pourquoi j'ai fui, menti, affronté des armes, des drones, des hommes formés pour tuer. Il se tourna légèrement vers les deux chiens couchés à ses pieds, en bas de l'estrade. C'est eux qui m'ont ramené à la vie. À ce qui compte. Quand j'étais au fond du trou, ils m'ont donné une mission, pas un ordre, une raison, applaudissements. Timide d'abord, puis plus franc. Le public se leva. Plusieurs étudiants avaient les larmes aux yeux. À la sortie, un adolescent vint vers Louis, les mains tremblantes. « Monsieur, je voulais vous dire, mon frère était militaire. Il s'est suicidé après son retour. Il n'en parlait jamais. Mais je crois qu'il aurait aimé entendre ça. Qu'on parle enfin de ceux qui sont restés loyaux. Même après. » Louis posa la main sur l'épaule du garçon. « Ton frère méritait mieux, et tu fais partie de ceux qui le feront vivre, à travers ta mémoire. » Plus tard, alors qu'il quittait le musée, Lilia glissa sa main dans celle de Louis. « Tu penses que ça changera quelque chose? Que ces jeunes-là retiendront quelque chose? Peut-être pas tout de suite, mais un jour, ils devront faire un choix, entre suivre ou se lever. Et peut-être que ce jour-là, ils se souviendront qu'un chien militaire a refusé d'abandonner son frère blessé. » Et que ça, c'était la définition de l'honneur. Devant la bâtisse en pierre blanche, un petit panneau avait été inauguré ce jour-là. On pouvait y lire, en hommage à Max et Rex, K97802 et K97803, chiens militaires, vétérans de guerre et gardiens de la vérité, pour leur loyauté indéfectible, leur bravoure silencieuse et leur foi inébranlable dans ce que l'humanité peut être de meilleur. Max leva les yeux vers Louis. Il n'aboyait plus depuis longtemps. Il n'en avait plus besoin.
Il était enfin chez lui, et quelque part au cœur du désert où tout avait commencé, le vent balayait encore les traces de leurs pas. Mais leur histoire, elle, ne serait plus jamais effacée. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires, ainsi que la ville depuis laquelle vous regardez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.